19 heures, Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver comme à chaque fois pour ce nouveau rendez-vous de l'information. Tout de suite, les titres du journal. Oppression, violence, les exactions des colons et forces d'occupation sionistes se poursuivent en terre palestinienne. L'entité sioniste a transgressé les lignes rouges, selon le Premier ministre palestinien. Soudan, le général Al-Burhan lève l'état d'urgence imposé lors de son coup de force militaire le 25 octobre dernier. L'armée russe poursuit son avancée vers l'Est en Ukraine au moment où les chefs d'État et gouvernement des 27 en sommet à Strasbourg peinent à trouver un terrain d'entente pour l'application du 6e train de sanctions à l'encontre du Kremlin. Sport, football, conférence de presse du sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie, Djamel Belmadi, à l'occasion des 2 prochaines rencontres de l'équipe nationale algérienne. Plusieurs dossiers évoqués, notamment le cas Andy Delors. Oppression, violence, les exactions des colons et forces d'occupation sionistes se poursuivent en terre palestinienne au vu et au su de tous. Aujourd'hui encore, plusieurs actes de provocation ont été enregistrés à Al-Aqsa, Jenin ou encore Naplouse. Retour sur cette nouvelle journée d'agression avec Sohila Kilal. Après la marche des drapeaux hier à Al-Quds Est et son lot de provocations, l'escalade sioniste viole toutes les lignes rouges et semble avoir franchi une nouvelle étape. Plusieurs actes de provocation et d'agression ont été enregistrés ce lundi dans plusieurs localités dans les territoires occupés. Des dizaines de colons ont envahi une fois de plus la mosquée Al-Aqsa sous la protection de la police sioniste. Ces colons ont profané la mosquée sainte et ont effectué des rituels provocateurs, ce qui semble être devenu une habitude ces derniers temps. Dans la ville d'El Khalil, des centaines de colons ont organisé une marche au cours de laquelle les drapeaux sionistes ont été hissés et des slogans hostiles aux Palestiniens ont été scandés. Sous la protection d'un important dispositif sécuritaire sioniste, les forces d'occupation ont par ailleurs notifié la démolition de 2 maisons au sud d'El Khalil. Au sud de Naplouse, des centaines de colons ont également participé à une marche provocatrice et des affrontements ont éclaté suite à l'attaque d'une école palestinienne secondaire par des colons sous la protection des forces d'occupation sionistes. Selon le directeur de l'école, des colons avaient attaqué l'école avec des pierres et encerclé les enseignants pendant une demi-heure et les soldats de l'occupation ont également tiré des grenades lacrymogènes provoquant l'étouffement d'un certain nombre d'enseignants. En Cisjordanie occupée, plus précisément au nord-est de Jenin, les forces d'occupation ont tiré des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes sur les participants à une marche de soutien à Al-Quds Est et à la mosquée Al-Aqsa, dénonçant les vandalismes des colons, ce qui a conduit l'étouffement de dizaines de Palestiniens. Le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh a déclaré que ce qui s'est passé hier dans la ville d'Al-Quds occupée, la Sainte Mosquée Al-Aqsa, est un changement majeur et dangereux dans le conflit avec l'occupation. L'entité sioniste a transgressé les lignes rouges. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. إسرائيل أمس تجاوزت كل الخطوط. L'entité sioniste a franchi hier toutes les lignes rouges par son agression répétée contre Al-Aqsa et Al-Quds Est et sa tentative d'imposer une réalité qui contredit l'histoire. Al-Quds est la capitale de la Palestine. Les mesures sionistes, les incursions d'Al-Aqsa, les prières qui s'y déroulent et la marche des drapeaux nous obligent à prendre une position courageuse. Cela exige de notre peuple de protéger le caractère sacré de sa terre et exige de la nation arabe d'adopter une position sérieuse et du monde entier d'arrêter les violations et de protéger ces lieux saints. Les déclarations de condamnation ne suffisent pas. Le monde doit protéger le droit international et la légitimité internationale. Et début ce lundi à Genève des travaux du 8e cycle de réunion du comité constitutionnel syrien avec la participation du gouvernement, de l'opposition et des représentants de la société civile. Les travaux sont organisés sous l'égide de l'ONU dans le but de trouver une solution politique
à la crise syrienne qui dure depuis 2011, conformément à la résolution de l'ONU adoptée en 2015. Celle-ci prévoit la formation d'un gouvernement de transition et la rédaction d'une constitution avant la tenue d'élections présidentielles et législatives. L'envoyé de l'ONU en Syrie, Geir Pedersen, dirigera les négociations entre les parties syriennes. Nous vous le disions en titre, levée de l'état d'urgence au Soudan imposé par le général Abdel Fattah el-Burhan suite à son coup de force du 25 octobre dernier. Au même moment, s'est ouvert à Khartoum le procès de 4 manifestants détenus depuis 4 mois pour la mort d'un général de police. Karim Bouassis. Les autorités militaires soudanaises jouent la carte de l'apaisement. Marge de manœuvre réduite pour l'homme fort du pays, le général Burhan, qui décide de lever l'état d'urgence. Et ce, après une journée de répression sanglante samedi, ciblant des contestataires opposés au coup d'État du 25 octobre où 2 personnes, on le rappelle, trouvèrent la mort. Une violence de la part des forces de l'ordre qui fera réagir rapidement l'envoyé de l'ONU sur place. Une solution pacifique est la seule issue de sortie de crise, d'après l'envoyé spécial Volker Perthes. Une décision donc des autorités, laquelle, à s'y confondre, paraît être un geste d'apaisement, mais en direction de qui? Eh bien, surtout la communauté internationale. Les putschistes, en s'attirant les foudres, se grippent avec des bailleurs de fonds internationaux dont on ne peut se passer après plus de 7 mois de marasme et une économie au bord du gouffre. Sous médiation onusienne et de l'Union africaine, la nouvelle direction du pays se dit prête à enfin s'engager à des pourparlers. Ce sera éventuellement un second round de rencontres après une première étape qui n'a débouché, il faut le dire, sur aucun résultat. Des rencontres d'ailleurs rejetées par des contestataires qui excluent pour le moment un éventuel accord intégrant l'armée. Un mouvement révolutionnaire auprès de qui la levée de l'état d'urgence ne serait que trompe-l'œil, accusant surtout des militaires et principalement Burhan, qui était aux commandes à l'époque, d'être responsable du massacre de 130 personnes, un sinistre 3 juin 2019. La contestation se prépare d'ailleurs à commémorer cette date clé à travers des marches qui ont déjà débuté. Un chemin donc empli d'embûches pour la piste démocratique soudanaise lancée, elle, en 2019, quand militaires et civils se sont réunis pour se partager le pouvoir et asseoir les conditions des premières élections démocratiques après la chute d'Omar el-Béchir, déposé par l'armée sous la pression de la rue. Et ce qui semblait être de simples chamailleries se révèle être une vraie crise diplomatique entre Paris et Bangui. D'un côté, Emmanuel Macron, fraîchement élu pour un second mandat, veut protéger les intérêts français dans l'ancienne colonie. Et de l'autre, Faustine Archange Touadéra, essayant de briguer un troisième mandat, voit d'autres horizons et de nouvelles alliances possibles pour son pays. Tinine Al-Makassi. C'était jusque-là une passionnante histoire d'amour qui unissait la République française et son ancienne colonie, la Centrafrique, ruisselant tranquillement à l'image des nombreux fleuves du pays. Mais des eaux troubles sont venues jeter une vague de mécontentement d'un côté comme de l'autre. Quand il est question de Bangui, Paris ne cache pas son exacerbation. Surtout quand le palais de la Renaissance voit son futur militaire aux côtés de Moscou. En effet, en juin 2021, l'Élysée a gelé son aide budgétaire et suspendu sa coopération militaire, estimant que le sentiment anti-français grandissant dans son ancienne colonie est dirigé par la Russie. Pour rappel, la France a conduit 7 interventions militaires en Centrafrique depuis son indépendance en 1960. La dernière en date, l'opération Sangari entre 2013 et 2016. La récession des relations diplomatiques entre les deux pays ne s'arrête pas là. Elles arrivent à leur paroxysme au début du mois en cours, lorsque le président Touadéra décide de faire du Bitcoin la deuxième monnaie officielle de son pays. Cette décision est pour la France une stratégie pour la bouter. À noter que la Centrafrique fait partie de la zone CFA depuis son indépendance. Par ailleurs, le président Macron semble également agacé par le fait que Touadéra essaye de briguer un troisième mandat. En effet, parmi les réformes lancées par ce dernier, la levée de la délimitation des mandats à 2. Il faut le dire, au sein du couple Touadéra-Macron, rien ne va plus. D'ailleurs, les proches de Touadéra accusent la France d'être la cause du mouvement social qui secoue actuellement le pays. À noter que la France est le seul pays européen à disposer d'une ambassade en Centrafrique.
Réunion extraordinaire du Conseil européen. Les chefs d'État et gouvernement des 27 au sommet à Strasbourg pour tenter de débloquer le 6e train des sanctions décidées à l'encontre de la Russie. En l'absence de consensus pour mettre en place un embargo sur le pétrole russe, le projet se heurte au veto hongrois. La Hongrie, très dépendante des approvisionnements énergétiques russes, Peu avant cette réunion, ce sommet, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a réaffirmé l'absence de consensus. Je vous propose de l'écouter. Il n'y a pas du tout de compromis pour le moment. Il n'y a donc pas d'accord. Je viens juste de recevoir le texte. Il n'y a bien sûr aucun accord. Et pour en parler avec nous en direct via visioconférence, Monsieur Reda Bouassida, professeur d'université, docteur en sciences économiques. Bonsoir Monsieur Bouassida. Oui, bonsoir monsieur. Alors, échec non avoué des Européens à appliquer le projet de l'embargo sur le pétrole russe. Peut-on déduire que Moscou a remporté la bataille sur le vieux continent, autrement dit, a eu le dernier mot, pour le moment du moins? Effectivement, pour l'instant, on peut dire que la Russie elle est en train de gagner pour la simple raison que l'Union européenne n'a pas prévu d'embargo sur le pétrole russe. Et l'unité de l'Union européenne commence sérieusement à se désagréger, comme l'a déclaré le ministre allemand de l'économie, M. Robert Habeck. Et la raison, c'est que la Hongrie, ce pays européen, continue justement de bloquer le projet, invoquant des craintes pour son approvisionnement énergétique, car le pays est dépendant pour quand même 65% de ses besoins en pétrole du brut russe fourni par l'oléoduc Druzhba en provenance de la Russie. Donc, ce pays, qu'est-ce qu'il demande? Il demande du temps et de l'argent, à savoir 800 millions d'euros ainsi que 4 ans afin d'adapter ces raffineries au traitement du pétrole brut provenant d'autres pays que la Russie. D'accord. Monsieur Bouassida, de plus en plus d'entreprises, de groupes énergétiques annoncent leur intention de passer au rouble dans leurs transactions. Là aussi, est-ce une victoire pour la Russie? On va dire une victoire sur le dollar, quelque part. Pour l'instant, puisque le rouble a atteint aujourd'hui son plus haut niveau depuis 5 ans, on peut dire que la Russie elle est en train de gagner la bataille par rapport à la valeur de sa monnaie nationale, le rouble. Pourquoi? Parce qu'on se souvient que les conséquences mises en œuvre par Poutine, justement pour contrer l'embargo qui a été fait, ont presque réussi. Par exemple, comme on le sait tous, la Russie au début, au milieu du conflit, elle a imposé justement aux pays européens de payer le gaz russe en rouble. Et ces derniers, pour l'instant, s'exécutent en l'absence de solutions alternatives. Et la deuxième contre-mesure qui a aussi réussi, me semble-t-il, c'est que la Banque centrale russe a augmenté les taux d'intérêt et contrôle aussi le marché des capitaux, c'est-à-dire le marché de transfert de devises à l'étranger. Et enfin, il faut savoir ou souligner quelque chose qui est très important, c'est que entre 2014 et 2020, la Russie a été le pays qui a le plus acheté de l'or via sa banque centrale. Et aujourd'hui, elle possède le 5e stock le plus important du monde. Donc, contrairement à ces réserves en devises qui sont bloquées par les pays occidentaux, son or est préservé dans les coffres de ces institutions monétaires, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir des actifs pour soutenir non seulement son effort de guerre, mais aussi sa monnaie nationale, le rouble. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Reda Bouassida. Je rappelle que vous êtes professeur d'université et docteur en sciences économiques. Au même moment, sur le terrain, la Russie poursuit son avancée vers l'est de l'Ukraine, plus précisément à Severodonetsk, où les taux se resserrent, une ville clé pour les Russes. Point sur la situation avec Leïla Guertal. L'offensive russe sur l'Ukraine n'a pas fini de livrer tous ses secrets.
Après la bataille de Kiev, l'Est du pays, à l'origine même de cette offensive, revient au devant de la scène et avec force. Les régions de l'Est de l'Ukraine dans l'œil du cyclone, après la chute de Kharkiv, où le président Volodymyr Zelensky s'est vite empressé de démettre de ses fonctions le chef de la sécurité de Kharkiv pour ne pas avoir, je cite, su défendre la ville. C'est au tour de la ville de Severodonetsk, devenue une ville stratégique, seule ville de l'oblast de Louhansk, qui échappe encore au contrôle russe. Severodonetsk est la ville le plus à l'est du saillant de Kramatorsk, selon le terme militaire. Il s'agit d'une bande de territoire défendue par les forces ukrainiennes, mais cernée au nord, au sud et à l'est par l'armée russe et les pro-russes. Pour l'instant, l'avantage est flagrant pour les soldats russes dans cette ville considérée comme la ville clé de cette bataille du Donbass. Et les combattants ukrainiens du régiment Azov qui se sont rendus après avoir combattu à Mariupol en Ukraine seront jugés et risquent la peine de mort, a affirmé ce lundi un responsable du territoire séparatiste pro-russe de Donetsk. Et puis, retour en Algérie dans le cadre de la coopération économique algéro-tunisienne. Le ministre algérien de l'Industrie, Ahmed Zerdar, a reçu ce lundi à Alger son homologue tunisienne, ministre de l'Énergie, de l'Industrie et des Mines, Neila. Les deux responsables ont discuté de la mise en place d'une feuille de route commune en matière de développement des zones frontalières dans le cadre des dispositions de la nouvelle loi algérienne sur l'investissement. Nous avons eu un échange très constructif concernant le développement des zones frontalières. Nous avons également discuté de la mise en œuvre de zones d'activité au niveau de ces régions, mais également de la concrétisation de quelques accords au sujet du développement bilatéral de certaines filières. Par ailleurs, nous avons abordé avec Madame la Ministre les dispositions de la nouvelle loi sur l'investissement, conformément aux engagements du président de la République sur la liberté d'investir, la stabilité au niveau des législations et les incitations. Nous avons insisté sur la concrétisation des accords sur lesquels nous avons travaillé à Tunis dans le cadre d'une vision claire au niveau de notre exécutif, sur la nécessité de développer les zones frontalières à travers des investissements qui touchent les infrastructures visant à mettre en place des espaces économiques et logistiques intégrés susceptibles d'accueillir de potentiels opérateurs économiques. Et vous l'aurez compris, c'était bien sûr Madame Neila Nouira Gounji. Voilà. Et l'opposant de gauche, Gustavo Petro, est arrivé largement en tête du premier tour dimanche de l'élection présidentielle en Colombie et affrontera au deuxième tour un candidat inclassable et indépendant, le millionnaire Rodolfo Hernández. Un résultat surprise qui marque une déroute historique de la droite traditionnelle. Favori des sondages durant toute la campagne, le sénateur Petro, un ex-guerriero converti à la social-démocratie, économiste et ancien maire de Bogota, a obtenu plus de 40% des voix selon les résultats officiels portant sur 99% des suffrages. On reste en Amérique du Sud, au Brésil. Des pluies torrentielles ont provoqué inondations et coulées de boue mardi dernier dans la région de Recife, dans le nord-est du pays. Selon un dernier bilan, au moins 79 personnes ont été tuées et 56 sont toujours portées disparues. Neila Hamouda. Au Brésil, sur les flancs des collines de Recife, des dizaines de maisons englouties par la boue et des familles entières détruites. Les pluies torrentielles ont fait au moins 79 morts et 56 disparus depuis mercredi dernier. Des débordements de rivières et des coulées de boue ont tout emporté sur leur passage. La tempête a provoqué des glissements de terrain samedi matin, causant la mort de 19 personnes. Selon les dernières informations, 4000 personnes sont désormais sans abri et 533 ont dû être déplacées.
Quelques 1200 secouristes et volontaires ont repris les recherches dimanche après une accalmie. Le répit ne sera pas de longue durée. De nouvelles précipitations sont attendues dans les prochaines heures. Des troupes du ministère de la Défense ont été déployées afin de porter assistance aux familles sinistrées. L'état d'urgence a été proclamé dans 13 municipalités et près de 500 000 € vont être débloqués pour les régions les plus touchées. En une seule nuit, il a plu l'équivalent d'1 mois de précipitations. Les autorités n'arrivent pas à faire face. Un phénomène typique de cette période de l'année, provoqué par des zones de perturbations atmosphériques venant d'Afrique. Mais selon certains experts, cette tempête est directement liée au réchauffement climatique. La topographie des lieux et la présence de grands bidonvilles avec des habitations majoritairement construites illégalement dans des zones escarpées sont notamment des facteurs à risque. Un drame similaire est survenu l'an dernier à Petropolis, dans l'état de Rio de Janeiro, où des pluies torrentielles et des coulées de boue avaient coûté la vie à 233 personnes. Aux États-Unis, le président américain Joe Biden s'est rendu à Uvalde, des villes texanes traumatisées par une tuerie dans une école ayant coûté la vie à 19 enfants et 2 enseignants. Après avoir assisté aux funérailles, Joe Biden, accompagné de sa femme Jill, ont passé en revue une rangée de grandes photos montrant les visages des enfants fauchés âgés de 9 à 11 ans. Les Biden ont par la suite passé près de 3 heures avec des familles de victimes à l'abri des caméras et des regards. L'avion qui transportait à son bord 22 personnes a été localisé. 14 corps ont été retrouvés dans les débris de l'avion qui s'est écrasé sur le flanc d'une montagne du Népal, qui a indiqué ce lundi l'autorité de l'aviation civile du pays. Les recherches se poursuivent afin de retrouver les corps des autres passagers. Seule une équipe de secours a pu rejoindre le site du crash. Les conditions météorologiques étant très difficiles, aucun vol n'a pu être effectué. Sport, football, conférence de presse aujourd'hui du sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie, Djamel Belmadi. Plusieurs sujets ont été évoqués, parmi eux le cas de l'or. Le joueur de l'OGC Nice pourrait peut-être une nouvelle fois porter les couleurs de l'équipe nationale algérienne. Faisal Salah. Belmadi face à la presse, Djamel a apporté du nouveau sur le présent, le passé et le futur. Le stage de l'équipe nationale a commencé cet après-midi. Le grand absent de la liste des convoqués, le capitaine Riyad Mahrez. Un rapport médical de son club, Manchester City, seulement lui, qui dit clairement, et sans rentrer dans les détails, parce que il y a le secret médical, c'est pas de mon ressort. Un seul joueur du championnat local, le profil de Riyad Ben Ayed, intéresse Belmadi. Toujours en attaque, mais cette fois-ci, Belmadi nous annonce du nouveau sur l'affaire d'Andy Delors, celui qui ne figure pas dans la liste pour ce stage, mais qui pourrait à nouveau porter le maillot d'Al Khadra. C'était très clair et c'était pas acceptable pour nous, tout simplement. On peut pas faire ça. C'est ouvrir une porte à beaucoup de déviance et nous n'acceptons pas ça. Maintenant, il y a eu d'autres éléments qui sont apparus. Il y a eu et puis Inch'Allah, voilà. En temps et en heure, il aura Lucie à dire des choses. Belmadi est revenu sur l'animation de la Coupe du Monde Qatar 2022, parler de l'arbitrage catastrophique de Gassama qui a brisé le rêve des Algériens. Djamel a analysé les 20 dernières secondes du dernier match à Blida. L'arbitrage en Afrique fausse beaucoup de matchs. Où sont les responsables ? L'Algérie aura une mission de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Et pour cela, Djamel est dans une période de reconstitution. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de reconstituer. Parce qu'il s'agira de ça, de reconstituer un groupe fort, un groupe compétitif, avec des joueurs qui arrivent et qui sont capables de prendre leurs responsabilités. L'Algérie jouera face à l'Ouganda le 4 juin au stade de 5 juillet et le 8 juin à Dar es Salaam face à la Tanzanie.
Et cette première, les billets pour la rencontre Algérie-Ouganda qui se déroulera au stade du 5 juillet. Le 4 juin prochain se fera directement via la plateforme électronique tadkirati.mjs.gov.dz. La vente a débuté aujourd'hui à 15h. Cette procédure permettra à tous les supporters présents sur l'ensemble du territoire national et souhaitant assister à cette rencontre d'acheter des billets électroniques directement via cette plateforme électronique. De la culture, pour clore cette édition, on part en visite dans les salles d'exposition et de musées européens, des diadèmes qui scintillent à Londres, de la céramique qui revient sous de nouvelles formes en France, sans oublier le chef-d'œuvre de la Joconde ciblé par un gâteau à la crème. Amela Béjar. À l'occasion du jubilé de la reine Elisabeth II, marquant ses 70 ans sur le trône, la célèbre maison de vente aux enchères Sotheby's expose à Londres 48 diadèmes de toute époque, dont l'un ayant coiffé la reine Victoria et celui de Lady Di, porté à son mariage avec le prince Charles en 1981. Appelé le diadème Spencer, il est exposé pour la première fois depuis des décennies. L'exposition présente d'autres diadèmes rares et historiques, ainsi que des portraits des 7 reines de Grande-Bretagne. La maison Sotheby's permettra au grand public d'admirer toutes ces merveilles jusqu'au 15 juin 2022. C'est merveilleux de revenir sur de tels ponts de l'histoire. Les diadèmes sont très rarement portés, alors quand ils sont exposés, c'est magnifique de pouvoir les voir. Il y a 2 aspects à cela, évidemment, en tant que bijoux. Ils sont incroyablement importants. Ils sont le summum de la joaillerie, pour ainsi dire. Mais il y a aussi l'aspect historique. Je pense que la princesse Diana est primordiale dans l'esprit de beaucoup de gens en tant que princesse du Royaume-Uni. Direction la France, plus exactement le Vaucluse, à la 12e exposition qui met en valeur la céramique. Sous le thème Touche-Terre, près de 130 œuvres apportent une version moderne de la céramique, une matière revenue tendance dans le monde de l'art. Une centaine d'artistes du monde entier se sont retrouvés à la Villa d'Artis. L'exposition gardera ses portes ouvertes jusqu'au 1er novembre prochain. On reste en France pour aller cette fois-ci à Paris, au musée de Louvre, où un jeune homme de 36 ans, déguisé en vieille dame dans un fauteuil roulant, il a entarté le célèbre tableau de la Joconde. Plus de peur que de mal, les vitres de protection ont épargné l'œuvre de Leonardo da Vinci. Pour justifier son geste, le jeune déclare qu'il faut penser à la Terre. Aucune photo ni vidéo n'a capté l'incident lui-même. Il faut croire que de nos jours, les lieux de culture sont aussi des espaces de revendication. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo présentée par Madame Zienne Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al 24 News. À demain.